J'ai bien reçu votre lettre. J'ai appris avec grand intérêt que le Théâtre national populaire français a mis en scène la pièce de mon frère Anton Pavlovitch Tchekhov, intitulée dans la traduction française Ce fou Platonov. Je prie d'agréer les meilleurs vœux que je forme pour vous et monsieur Jean Villard, directeur de votre théâtre. Je souhaite également très sincèrement un grand succès lors des présentations dans nos prix. Voilà, du talent du peuple français. Il est aimé chaleureusement, avec respect, Maria Pavlovna Tchekhova, Yalta, le 25 juillet 1956. Le 4 octobre 1888, je voudrais être un artiste libre. Je hais le mensonge et la violence sous toutes ses formes. Mon saint des saints, c'est le corps humain, la santé, l'intelligence, le talent, l'inspiration, l'amour et la liberté la plus absolue, la liberté vis-à-vis de la force et du mensonge où qu'il se manifeste. Souviens-toi, Alexandre, souviens-toi que le despotisme et le mensonge ont ruiné la jeunesse de notre mère. Le despotisme a défiguré notre enfance à un point qu'il est écœurant et effrayant d'évoquer. Souviens-toi de l'horreur et du dégoût que nous éprouvions quand notre père faisait une histoire pour un potage trop salé ou traitait notre mère d'imbécile. Le despotisme est criminel. Souviens-toi qu'il vaut mieux être victime que bourreau. À vous, mon cher ami et éditeur Alexei Sergueïtch Souvorin, votre Anton Tchekhov, le 9 mars 1890 à Moscou. Pour ce qui est de Sakhaline, nous nous trompons tous les deux, mais vous, vraisemblablement plus que moi. Je pars absolument persuadé que mon voyage ne sera une contribution précieuse ni pour la littérature ni pour la science. Me font à cette fin défaut à la fois les connaissances, le temps et les prétentions. Je veux écrire ne serait-ce que 100 ou 200 pages, afin de rembourser ainsi une toute petite partie de la dette que j'ai envers ma médecine, avec laquelle je me comporte, vous le savez, comme un porc. Vous dites que tout le monde se fiche de Sakhaline et qu'elle n'a aucun intérêt pour qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai ? Après l'Australie jadis et Cayenne, Sakhaline est le seul endroit au monde où l'on peut étudier une colonie composée de criminels. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous n'en avons que faire. Toute l'Europe y voit un intérêt, mais nous n'en avons que faire. Je regrette de n'être pas sentimental, sinon je dirais que des lieux tels que Sakhaline devraient être des lieux de culte, où nous nous rendrions comme les Turcs vont à la Mecque. D'après les livres que j'ai lus et que je lis encore, il est clair que nous avons laissé pourrir en prison des millions de gens. Pourrir pour rien, sans discussion, de manière barbare. Nous avons fait parcourir des dizaines de milliers de kilomètres dans le froid à des êtres enchaînés. Nous les avons contaminés avec la syphilis, les avons corrompus, nous avons multiplié le nombre des criminels,
Et de tout cela, nous nous sommes déchargés sur des gardiens de prison à la trogne d'alcooliques. Aujourd'hui, toute l'Europe cultivée sait que les coupables ne sont pas les gardiens de prison, mais nous tous. Or, nous n'en avons rien à faire, ça n'est pas intéressant. Or, nous n'en avons rien à faire, ce n'est pas intéressant? Si. Je vous assure, mon cher Alexei, il faut avoir que faire de Sakhaline, il faut s'y intéresser. Et la seule chose à regretter, c'est que ce soit moi qui aille là-bas, et non quelqu'un d'autre, de plus qualifié, et de plus apte à susciter un intérêt dans la société. Car moi, personnellement, j'y vais pour des broutilles. Regarde, j'ai dessiné ta carte en grand, comme tu voulais. Comme ça, la famille pourra suivre ton voyage de la maison. Je la laisse sur mon chevalet. Nijni, Kazan, Perm, Sakhaline. Le roi barbu. Qui s'avance plus, qui s'avance plus, qui s'avance, c'est Agamemnon, Agamemnon. Ah, est-ce que j'ai enragé que vous ne m'ayez pas emmené voir la belle Hélène de Jacques Offenbach au théâtre municipal? Tu avais 9 ans. 10. Toi, tu en avais 13. Mais cela fait une grosse différence, mademoiselle. Surtout pour un garçon, mais tu t'es bien rattrapé depuis, hein. Les soirées musicales, les admirateurs et tout le tralala. Pas pour Sakhaline. Je cherche partout la valise que Micha m'a donnée pour le voyage. J'ai mise dans ton bureau derrière le paravent. Alors je vais la chercher. Regarde! On me l'a donné pour le voyage. Devine qui me l'a donné. Je sais pas. Oh, c'est gentil de la part d'Alexandre. Laisse-le moi, je le ferai nettoyer. Oses-tu insinuer que notre frère est sale comme un pou? À ce sujet, je lui ai écrit, tu vas t'amuser. Ah. Paramessie. Ne t'étonne pas s'il prend la mouche. Hein. Bah oui, j'ai hésité entre Paramessie et Protozoaire. Dispense la bibliothèque publique de tes visites. Tu en as déjà bien assez fait. Notre sœur, dont j'ai loué les services et qui commencera à sévirer à la bibliothèque Roumiansef la 3e semaine de carême, recopiera le reste. Pour toi, imbécile, alors là, il va adorer aussi, ça, il va aimer. Pour toi, imbécile, je trouverai un autre travail, jette-toi à mes pieds et implore mon pardon. Tu trouveras tout ce que tu devras faire dans la lettre que tu recevras la 4e ou 5e semaine de carême. Quant au pouls, tout ce que je peux te dire, c'est l'absence d'hygiène Corporelle. Seuls les Pouilleux et Alexandre Tchekhov prétendent que les poux sont inévitables, voilà qui est très scientifique. Mais j'ai vu, figure-toi, plus d'une famille qui ne savait même pas ce qu'étaient ces bestioles. Il existe une quantité de produits contre les poux, demande à la pharmacie, tous les noms t'envoient le bonjour, respectez Nathalie Alexandrovna, signé ton bienfaiteur, Anton Tchekhov. À Foucault, Mikhailovitch. Habituellement, on ne répond pas à la critique. Mais en l'occurrence, on ne peut pas parler de critique, mais tout simplement de calomnie. Peut-être n'aurais-je pas non plus répondu à la calomnie. Mais je quitte prochainement la Russie pour longtemps et... Et peut-être n'y reviendrai-je jamais. Aussi, résister à vous répondre
est-il au-dessus de mes forces? Jamais je n'étais un écrivain sans principe, ou ce qui revient au même, un coquin. Je n'ai pas exercé de chantage, je n'ai écrit ni pamphlet, ni dénonciation. Je n'ai pas menti, pas flatté, pas insulté. J'étais un écrivain modeste, et la lettre que je vous écris maintenant est ma première immodestie en 10 années d'activité littéraire. Votre accusation est une calomnie. Je ne puis vous demander de la retirer, étant donné qu'elle a déjà porté ses fruits qu'on ne saurait extirper à la hache. Qu'après votre accusation soit désormais impossible entre nous, non seulement des relations d'affaires, mais même de simple courtoisie, va de soi. Moscou, le 9 janvier 1890. Ça va. Ça va. Ah, c'est la documentation sur les Tungus. Ah, Tungus. C'est marrant, mais alors ce nom m'a toujours fait rire. Tungus. Bah, écoute, c'est le nom de la population, il n'y a rien de drôle là-dedans. Caractère. Nous sommes en janvier? Oui, le 9, exactement. Eh bien, écoute, ce n'est pas une question. Je disais donc, nous sommes en janvier, et je vais faire des lectures sur Sakhaline toute la sainte journée, jusqu'en mars. Lire, écrire, lire, écrire, lire, écrire. Et puis en mars, basta. Mais quel boucan dans cette maison entre papa qui lit à voix haute pour maman, la vieille Madiouchka sourde comme un pot, qui hurle dans l'escalier. Je sais pas comment tu fais pour rester concentré dans cette maison de fou. Je t'admire. Février. La langue me démange. J'ai envie de jacasser. Plus je lis, ça fait un mois. Nous sommes en février. Et plus j'ai la sensation qu'en 3 mois à Sakhaline, je n'aurai pas le temps de faire même le quart de ce que je veux faire. Regarde-moi. Qui vois-tu assis en face de toi? Mon cher frère Anton. Mais encore. Non, je ne le vois pas. Je donne ma langue au chat, Antosha. Eh bien, ce frère qui est devant toi n'est plus un homme de lettres. Envolé le jeune écrivain prometteur. Désormais, cet homme est un sakhaliniste. Ah, j'ai faim! Sais-tu ce qu'on nous prépare pour déjeuner? Non. Oh, ça y est, Micha est rentré. Mais quel boucan! Mars. En ce qui concerne l'argent, la famille est pourvue jusqu'en octobre. De ce point de vue-là, je pars tranquille. Ouais, ça c'est bien ça. Donc, tu as raison, hein. C'est très choquant. Personne ne se soucie du criminel à partir du moment de sa déportation au bagne. Dis-moi, Toshka, nous sommes fin mars. Quelle autorisation as-tu obtenue pour Sakhaline? Aucune. Que de belles promesses en l'air. Mais comment tu vas faire? Une chose est sûre, je vais demander à Soubourline un formulaire de correspondant pour son journal. C'est tout? Mais tu crois que ça va suffire? Mais si, une fois arrivé là-bas, imagine alors. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mon petit chat dans la gorge.
tes bas de laine. Ah, on pourrait dire que je me suis préparé comme pour aller à la guerre. Adieu. Moscou, les voyageurs en direction de Kazagne, en voiture s'il vous plaît, départ immédiat. Lorsqu'on souffre comme moi de la mania Sakhalina, un seul remède, le voyage pour Sakhaline. 9000 km. Au départ, je me contenterai d'un bon ferroviaire de 700 km jusqu'à Kazagne. Le tsar a imaginé un trajet ferroviaire qui, partant de Moscou, traverserait toute la Sibérie. Et pour le financer, comme d'habitude, on émettra un emprunt russe. Fantastique. Kazagne, terminus, tous les voyageurs descendent à quai. Il pleut. En avant pour l'embarcadère. La pluie redouble. Dommage, j'aurais bien fait un petit tour sur le pont. Je donne donc libre cours à mon talent, autrement dit, je dors. Tungouz, mes amis, à bord du vapeur Alexandre Nevsky, sur la Volga. Je salue jusqu'à terre papa et maman et adresse à tous les autres une simple courbette. Le bateau n'est pas fameux, ce qu'il y a de mieux, c'est le water closet. Et le pire, c'est le repas. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. À savoir que le repas soit meilleur que le water closet, d'autant plus que j'ai les entrailles complètement encombrées, je vais pouvoir me passer de water jusqu'à Tomsk. Je vous communique le menu. Soupe aux choux, saucisse aux choux, gratin de choux et pourquoi pas choux à la crème en dessert. La sirène du bateau retentit à chaque minute, son sifflement tient à la fois du braiement de l'âne et de la harpe éolienne. Dans 5 ou 6 heures, je serai à Nijni. Mon argent est intact. Pour la bonne raison que je ne peux rien manger. La valise que m'a achetée Micha par en lambeaux marche si bien. Ma santé est parfaite. Eh bien, soyez toujours bien portants et prospères. Je vous écrirai ponctuellement le Volgogien qui s'ennuie, Homo sakaliensis. Respectueuses salutations à notre très chère et fidèle cuisinière Mariushka et à notre non moins chère et fidèle femme de chambre, Olga. La Volga est triste. Elle vous assombrit l'âme. Il fait froid. Je m'ennuie. Aujourd'hui, changement de fleuve, changement de bateau, j'embarque sur le Piern, qui navigue sur la Kama. Un fleuve d'un ennui extrême. Il fait un froid de gueux, des blocs de glace flottent sur l'eau. La nuit, il pleut et il vente. Le jour, il vente et il pleut. Dommage que je n'ai pas songé à me faire coudre un petit sachet pour le thé et le sucre. Je dois m'en faire servir des verres et des verres.
ce qui est assommant et peu avantageux. Terminus. Tous les voyageurs descendent à quai. Et maintenant, à nouveau, 700 km de train jusqu'à Tumen, avec changement à Yekaterinbourg. Yekaterinbourg. Le 29 avril, Toulouse, mes amis. La Kama est un fleuve d'un ennui extrême. Des berges nues, des arbres nus et un vent tel que le diable en personne ne saurait rien souffler de plus pénétrant et de plus détestable. Les villes des bords de la Kama sont grises, on dirait que leurs habitants sont employés à la fabrication des nuages, de l'ennui des palissades mouillées, que c'est leur seule occupation. Bon, portez-vous bien, soyez heureux et que Dieu vous garde. Je salue bien bas tout le monde. Je prie instamment papa et maman de ne pas s'inquiéter, de ne pas imaginer des dangers qui n'existent pas. Tumen, tous les voyageurs descendent à quai, terminus. Je viens d'apprendre que le premier bateau pour Piem ne partira que dans 15 jours, d'où ma décision de filer en carriole. J'en achète une pour 130 roubles. On me fait monter dans une sorte de panier sur roue tiré par 2 chevaux. Il fait froid, j'ai ma veste fourrure, le corps ça peut aller, mais j'ai les jambes gelées. Je les enveloppe dans mon manteau de cuir, rien n'y fait, pourtant je porte 2 pantalons. En chemin, nous croisons des vagabonds, tantôt ils égorgent une pauvre vieille pour lui prendre sa jupe et s'en faire des chaussettes, tantôt ils arrachent l'inscription en fer d'une borne kilométrique, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et tantôt ils fracassent le crâne d'un mendiant croisé en chemin, mais ils ne s'en prennent jamais aux voyageurs. La route ici est tout à fait sûre, oui c'est le cocher qui me l'a dit. Mais ils ne s'en prennent jamais aux voyageurs. La route est tout à fait sûre, oui, c'est le cocher qui me l'a dit. La distance entre 2 relais est de 20 à 40 km. Il y a des chaos parce que la boue se durcit. Cela me retourne l'estomac. Au cours de la seconde nuit, j'ai commencé à éprouver une douleur aiguë au talon, une douleur insupportable. Je me demandais si je n'avais pas les pieds gelés. Il s'avère que ce sont les bottes qui sont trop étroites au talon. Cher Misha, fais en sorte de ne rien acheter de bon marché. Être bon marché pour un produit russe est une garantie de mauvaise qualité. À cause de la douleur, j'ai dû acheter des bottes de feutre à Ishim. L'humidité et la gadoue les réduisent en bouillie, tout s'est transformé en bourbier. Mais le plus atroce, et que je n'oublierai jamais, c'est la traversée des rivières. Tous les ponts, arrachés et emportés à chaque fois au bord de la rive. On attend le passeur, une éternité. La pluie, le vent, les glaçons, enfin. Dans l'obscurité apparaît une forme de bac rappelant, avec des pinces immenses, rappelant les pinces d'écrevisses. Les passeurs sont de gredins, pour la plupart des déportés. Les passeurs sont des gredins pour la plupart des déportés. Lorsqu'il n'y a pas de passeurs pour traverser les ruisseaux, nous dételons les chevaux et les faisons passer l'un après l'autre. Je saute sur mes bottes de feutre dans l'eau et j'aide le cocher. Vous parlez d'un divertissement. Mes bottes sont plus humides que des latrines, elles font un bruit de ventouse. Floc, floc. Après une alternance de bagues, de ventouses et de voitures à cheval, j'arrive à Tomsk. Le 15 mai au soir. Pluie, neige, vent, grésil. La ville est un véritable bourbier. Le fleuve est sorti de son lit comme toujours en Sibérie. La route a été tellement abominable qu'en 2 jours, je n'ai parcouru que 40 km. À Tomsk, je suis allée au bain public, j'ai donné mon linge à laver. 5 kopecks le mouchoir. Ah, j'oubliais. Affamé comme un loup, j'ai acheté un saucisson pour la route. Quel saucisson! Quand on en croque un morceau, on a la sensation d'avoir une queue de chien maculée de goudron coincée entre les dents. Ah, pouah, 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 pouah. Et
Pas encore au sujet de la maison de tolérance de Tomsk, autrement dit le bordel, hein, dans lequel le chef de la police m'a invité après avoir réclusé moult verres de vodka. Tous ces crachements de sang font naître en moi de sombres pensées. Il y a dans ces hémorragies quelque chose de menaçant, comme les flammes d'un incendie. Tomsk. Le 20 mai, chère famille, je pars demain pour Irkoutsk. Je me suis reposée, après Tomsk commencera la taïga. Mes salutations à notre vieille Mariushka. Je prie maman de ne pas s'inquiéter et de ne pas prêter foi aux mauvais rêves. Les radis sont-ils mûrs? Ici, pas du tout. À Krasnoyarsk, rencontre avec le patron de l'auberge, un monsieur charmant, j'ai soigné son gamin. Il me dit que la Russie ignore toute justice. Si elle n'a jamais existé, elle est depuis longtemps morte de froid. Le 28 mai, Krasnoyarsk. Que ce voyage est tuant, j'ai dû faire réparer 2 fois ma voiture. Les 3 dernières étapes sont splendides, le soleil brille de toutes ses forces et les bouleaux ont des feuilles. Dieu merci, je viens enfin d'entrer dans l'été qui ne connaît ni le vent ni la pluie glaciale. Je vais parfaitement bien, l'argent est intact, mes effets aussi. J'avais égaré mes bas de laine, mais les ai vite retrouvés. Voilà plus de 2 semaines que je galope sans m'arrêter. Chaque jour, je poursuis le soleil levant. J'en ai tellement pris l'habitude qu'il me semble avoir passé toute ma vie à galoper et à guerroyer contre la boue des chemins. Quand il ne pleut pas et que la route est sans bourbier, cela devient un peu bizarre et même vaguement ennuyeux. Dieu que je suis crottée. Et quelle gueule de bouffon est la mienne. Que mes pauvres frustres ont souffert. Je vous embrasse tous, de grâce, pas de maladie ni d'incident. Soyez prospères jusqu'à la moelle. Votre Homo Sakaliensis Anton Tchekhov. Les lettres, adressées au nom de Masha, peuvent être lues par toute la famille. S'il m'arrive d'écrire un secret, l'adresse indiquera votre haute noblesse. Souvenez-vous de cela, toute lettre portant la mention votre haute noblesse ne pourra être ouverte que par Masha, et elle seule. Masha, à qui du reste je souhaite du fond du cœur tout le meilleur et le plus magnifique. Ah! Cadeau du patron de l'auberge pour avoir soigné son gamin. La route est dure. Dure. Mais elle le devient encore plus lorsqu'on se dit que cette bande de terre, affreuse et cabossée, frappée de variole, est la seule artère unissant l'Asie à l'Europe. On dit que dans les bourgs qui jalonnent la route de Sibérie, des gens sont payés pour entretenir la route. Si c'est vrai, il faudrait augmenter leur salaire pour qu'ils ne réparent plus rien. À Irkoutsk, bande de la carriole, je ne dirai pas maman combien, elle tomberait en syncope et ne dormirait pas pendant 5 nuits d'affilée. Et maintenant, à nouveau, le bateau. Croisière sur le lac Baïkal. Une eau sublime. Merveilleux. Ici, le climat, il est quand même plus doux. Hein. Ah. Le 6 juin, Irkoutsk. Bonjour, chère maman, Ivan, Masha et Misha et vous tous. Je suis avec vous. Tous mes vêtements finissent chiffonnés, sales, déchirés. J'ai l'air d'un bandit. À partir de Krasnoyarsk, la canicule et la poussière se sont mises de la partie. Une chaleur terrible. Pelisses courtes et bonnets de fourrure sont enterrés. On a de la poussière dans la bouche, dans le nez, derrière le cou. Pouah.
Nous approchons d'Irkoutsk. Quand vous aurez besoin d'argent, écrivez à Alexandre ou télégraphiez-lui de passer à la librairie de Temps Nouveau pour prendre mes honoraires sur mes livres. J'ai bon pied, bon oeil. Le 17, faites dire une messe pour la mort de notre cher frère Kolia. 1 an déjà, maudite Phtisie. Je serai en pensée avec vous et vous buvez à ma santé. Eh bien, restez en bonne santé et que Dieu vous garde. Tâchez de ne pas oublier le membre de la maisonnée qui s'ennuie de vous. En quittant la Russie aux frères, je t'avais écrit que je te chargerais de nombreuses missions. Et maintenant, la réflexion, je m'aperçois que je n'ai pas de nombreuses missions à te confier, mais une seule que je te prie de remplir sous peine d'être déshérité. En voici la teneur. Quand tu recevras de notre sœur une lettre parlant d'argent, enfile aussitôt ton pantalon, cours à la librairie Temps Nouveau, touche l'argent de mes livres et envoie-le intégralement à notre sœur. Voilà, c'est tout. Ah non, j'oubliais. Écris plus souvent au nôtre, il s'ennuie. Je te bénis dès demain, ton frère d'Asie. L'idée que le bagne est tout proche, que dans quelques jours je poserai le pied sur la terre de Sakhaline, sans posséder malgré toutes les promesses, le moindre document officiel qu'on va peut-être me prier de retourner d'où je suis venu, idée déplaisante s'il en fut, tout cela me tourmente. Il m'apparaît que je me suis comporté avec une terrifiante légèreté en entreprenant ce voyage. Retour à Moscou, octobre 1890. Des lettres, des cahiers, des carnets, des cartes, des dossiers, des livres, des notes et des fiches, des fiches, des fiches, des fiches. Plus de 10 000. Quel fouillis. C'est tout ce qu'il reste de la valise. Merci, Micha. Qu'est-ce que tu as ressenti en descendant de la chaloupe? Affreux. Horrible. Immonde. Ils sont abominables. Les bagnards? Les moustiques. À peine le pied posé sur le sol de Sakhalil, une nuée de moustiques s'est ruée sur moi. Mes mains, mon cou étaient en feu. Leurs trompes immondes m'ont ordonné un retour immédiat à Moscou. Tu t'es quand même rendu à l'Isba de l'officier. Pas là. Et personne? Si. Sa femme. Et ses 2 filles, dévorées par les moustiques. Ils s'acharnaient impitoyablement sur elles toutes les 3. Et comme me l'avouait plus tard le matelot de la chaloupe, on ne s'installe pas ici de son plein gré. Oh, oh. Oh. Dis-moi tes notes, tu as pu les prendre en toute liberté? Je veux dire, le directeur du bagne ne t'a pas mis des bâtons dans les roues? Il s'appelle Alexandrovsk. Mais tu m'as dit qu'on en a vu, Il toi. s'appelle Kononovitch, c'est une farce. Je voulais te dire quelque chose avant quand même, j'ai vu tous ces condamnés. Je les ai tous vus. Il faut trouver une méthode, si je veux en faire un ouvrage qui soit publiable. C'est cet ouvrage sous vos lignes, tiens, et après toute l'aide qu'il m'a apportée, je le lui dois bien. C'est vrai. Bon, mais enfin, est-ce que tu as pu les prendre en toute liberté, tes notes? Tes notes, est-ce que le directeur du bagne ne t'a pas mis des bâtons dans les roues, par exemple? Comme tu me l'as dit, il s'appelle Kononovitch. Oui. Et il habite à Alexandrovsk. Là, c'est en quelque sorte la capitale de l'île. Hein. Regarde, c'est noté quelque part sur la grande fiche. Bon, enfin, il t'a pas mis des bâtons. Bon, enfin. Non, va vite, Ah, regarde. Ça y est. Oh là. Allez, bon. Terre. Alors, c'est ça. C'est celle-là. En tant que commandant de l'île, je vous autorise à vous rendre où vous voudrez et chez qui vous voudrez. Nous n'avons rien à cacher, vous pourrez tout examiner. On vous donnera un laissez-passer qui vous permettra de pénétrer librement
Dans toutes les prisons et colonies, on vous fournira la documentation qui vous est nécessaire. Bref, vous trouverez partout la porte ouverte. La seule chose que je ne puis vous permettre, c'est de communiquer avec les prisonniers politiques. Mais cet homme a un pouvoir immense. Le mot immense est faible. Un pouvoir absolu. Admettons que Dieu, dans un jour de bonté, veuille gracier un condamné à la bastonnade. Dieu est en mesure, le directeur du bagne est en mesure de refuser le bon plaisir divin. Et de le faire bastonner à mort. Je l'ai vu, avec de mes propres yeux. Tu as assisté à une bastonnade? C'est sur l'affiche. Au milieu de la salle, il y a un banc en plan incliné et percé d'interstices qui permettent de lier les pieds et les mains. Le bourreau fait signe à Prohorov, le condamné. Celui-ci s'allonge en silence. Le bourreau lui baisse la culotte jusqu'aux genoux et lui lie les bras et les jambes au banc. Il prend un fouet à 3 lanières et le démêle sans hâte. « Tiens-toi » dit-il, en lui envoyant le premier coup sans prendre d'élan comme pour s'ajuster. « Une » dit l'inspecteur d'une voix indifférente. Au premier coup, le condamné se tait, son expression ne change pas, puis un frisson le parcourt et ce qu'il laisse échapper n'est pas un cri mais un hurlement. « 2 » crie l'inspecteur. Le bourreau se tient de côté et frappe de telle sorte que les coups tombent en travers du tronc de sa victime. Voilà. Tous les 5 coups, le bourreau change de côté. Les cheveux du condamné sont collés à son crâne, les yeux exorbités, son cou s'est gonflé. Au bout d'une dizaine de coups, son corps, déjà couvert de balafres, est devenu violacé, presque bleu. À chaque coup, l'épiderme craque. Il gémit, comme un homme ivre ou délirant. On dirait que depuis le début du supplice, une éternité entière s'est écoulée. Mais l'inspecteur n'en est qu'à 42, d'ici 90, il y a loin. Je n'en peux plus. Je sors. Oh, moi j'aime voir ça, m'a dit l'infirmier militaire d'un ton joyeux. Et il a ajouté, ces crapules, il faudrait tous les pendre. Les peines corporelles endurcissent non seulement les bagnards, mais aussi ceux qui infligent le châtiment ou assistent à la séance. Et dire que notre propre grand-père, comme tous les serfs, était battu par les seigneurs et le dernier des fonctionnaires pouvait lui casser la figure. Eh oui. Notre grand-père frappait notre père et notre père nous frappait. Mais de quel sang, de quel nerf avons-nous hérité? Où est-ce qu'on en était? Où est-ce qu'on en était? Au bagne. Ah ouais, au bagne. Ouais, au bagne. Au bagne, tout est contradiction, tout est son contraire. Tiens, prends l'exemple de ce condamné. Le tribunal, siégeant sur le continent, l'avait condamné à la pendaison pour évasion sans jamais l'avoir entendu, ni lui, ni ses témoins. Ah bon? Le général Kononovitch, en tant que commandant de ville, a désapprouvé la sentence et l'a cassée. Ensuite, il a jugé l'affaire de sa propre autorité. Comme le règlement de déportation le lui autorise, c'est là sur l'affiche. Ça là? Lorsqu'un condamné commet un crime? C'est ça. Lorsqu'un condamné commet un crime alors qu'il est déjà au bagne, le directeur n'a pas l'obligation de respecter les jugements rendus par les juridictions extérieures. À Lille, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de tribunal sur l'île. Le tribunal, c'est Kononovitch. Ah, il est le seul maître à bord. C'est lui qui dicte ses propres règles, les fait appliquer et condamne qu'il ne respecte pas. C'est ça. Mais comprends bien qu'en faisant fouetter le condamné, il lui sauve la vie. Et puis avec Kononovitch, on utilise le fouet beaucoup moins que du temps de l'ancien commandant. Et on pend tout autant? Ça, c'est ton mauvais esprit.
Pourtant, c'est vrai. Juste avant mon arrivée à Kolsakovsk, on avait condamné à mort 11 personnes pour l'assassinat des Aïnous. Ah, c'est cette tribu, j'avais vu sur le livre d'Élisée Reclus, les Aïnous. Et ça, on dit aussi les Gilyak. Il faudrait que tu me trouves le carnet pendaison. J'ai noté quelque chose là-dessus. La crainte de la mort et tout ce qui entoure l'exécution produit sur les condamnés un effet accablant. Jamais à Sakhaline, on a vu un homme aller au supplice avec courage. Pendant la nuit qui précéda l'exécution, 2 des condamnés s'empoisonnèrent avec de l'aconite, une si jolie petite fleur pourtant. Les visages des 9 autres étaient jaunes d'horreur. Il a fallu les revêtir chacun d'un linceul et les accompagner jusqu'à l'échafaud. Lorsque les 9 hommes eurent enfin été pendus, cela composa une véritable guirlande, comme me le dit le chef d'arrondissement en rigolant. Lorsqu'on dépendit les suppliciés, les médecins découvrirent que l'un d'eux vivait encore. Au bagne, lorsqu'une exécution est loupée, cela a une signification. C'est qu'il est innocent. Et bien malgré ça, le gardien-chef a ordonné qu'on le repende. Mais c'est dégoûtant. Eh oui, pourtant, ce gardien-chef n'est pas la brute horrible qu'il semblait être. Il m'a avoué être resté 1 mois sans dormir après cette exécution. Géographie. Allez. 900 km de long. Ici, à l'endroit le plus large, 125 km. Ici, au plus étroit, 25 km. 90% de forêt, territoire montagneux, mais pas trop, ça culmine à 1500 mètres. Un petit peu le paysage de l'Oural, alors, non? Oui, ça y ressemble, mais en beaucoup plus marécageux, avec un vent de sud qui amène beaucoup d'humidité et de brouillard, et un vent de nord qui glace tout. Et les gens vivent là-dedans. Eh ben oui, les gens vivent là-dedans, avec parfois de l'eau jusqu'à la ceinture, lorsqu'ils travaillent. Quelle misère. L'île a été divisée en 2 compartiments. Facile, Nord-Sud. Attention, cependant, on met de côté la partie extrême nord, pour la bonne raison que les conditions climatiques et la nature des sols en interdisent le peuplement. Là-bas, c'est 12 mois d'hiver par an. Et le reste du temps, c'est l'été. Le Poronaï se jette dans la mer d'Oros, qui irrigue le sud. La Douy se jette dans la Manche de Tartarie, la Time dans la mer d'Orotsk, là, sur le rivage. Douy. Le rivage est très très escarpé, très très dangereux et il laisse apparaître des couches de charbon. Et juste à côté, regarde, juste à côté, Alexandrovsk, en quelque sorte la capitale de l'île. D'accord. Oui. Et la ville? Ça? La ville, elle se présente comme une agréable bourgade de style sibérien, 3000 habitants. Alors, le plus curieux, c'est que la prison se trouve à côté de la grande rue et elle ressemble à une caserne aux portes ouvertes. Ouverte, carrément ouverte. Oui, ouverte, ouverte. C'est pourquoi Alexandrovsk n'a rien du sévère aspect de pénitencier que je m'attendais à lui trouver. Mais dis-moi, le peuplement de l'île avec des colons libres mélangés à des colons obligés, les anciens bagnards, ça s'est fait comment? Sakhaline, c'est ça. Et voilà qu'une autorité extrêmement diplômée se promène sur le territoire. Soudain, il voit un écureuil sauter de branche en branche. Il trouve l'endroit charmant, décide de l'implantation d'une nouvelle colonie. Il a rempli sa mission. Mais je ne comprends pas. Prends une fiche au hasard et lis, je t'expliquerai plus tard. Caractère. Là. Nom du poste, Alexandrovsk.
Numéro cadastral de la maison 54B. Qualité forçat. Nom de famille Yegor. Oh, celui-là, je me souviens bien de lui. Âge. 40 ans. Religion. Orthodoxe. Lieu de naissance. Donc Rod. Année d'arrivée à Sakhalin. 1883. Faux. Je voulais dire 1882. Archi faux. 1884. Nul. Bah, c'est précisément ce que je voulais dire. Quelle mauvaise foi. Mais quelle mauvaise foi. Alors, occupation principale, garçon de chauffe. Niveau d'instruction, sait écrire son nom. Situation de famille, marié, père de 2 enfants. La famille est restée en Russie. Reçoit-il des subsides de l'État? Seulement la nourriture. Ah ouais, seulement la nourriture. Et toutes mes fiches sont sur le même modèle, mais il s'agit à chaque fois d'un individu différent. Tiens, prends le cas de ce condamné. Il m'a raconté toute sa vie. Il n'attendait qu'une chose, à passer au statut de colon. Ah, colon, c'est quand on a fini sa paix? Oui, je t'expliquerai plus tard. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas fait venir sa femme et ses enfants, alors que financièrement, grâce à ses revenus annexes, il pouvait subvenir à leurs besoins, il m'a répondu « Je ne les fais pas venir parce qu'ils sont bien à la maison. » Bah, c'est gentil. Oui. Ou alors c'est plutôt qu'il a trouvé quelqu'un, ou oui, plus vraisemblablement quelqu'une. Dis-moi, quand tu étais là-bas, je me suis intéressée à une autre colonisation. On peut savoir? Oui, celle de la Géorgie américaine. Alors, il y a une constante. Un lopin de terre est proposé à un individu afin de l'exploiter. Le gouvernement aide le colon en lui allouant un petit pécule, les outils, les semences, la nourriture, les moyens d'organiser ses terres afin qu'elles rapportent. C'est un peu comme ça, Sakhalin, non? Un peu comme ça, oui, sauf que parfois une autorité extrêmement diplômée ne prend pas en compte tous les paramètres, ce qui fait que l'expérience aboutit à un échec. Par exemple, lorsqu'une autorité extrêmement diplômée décide de faire pousser de la vigne à Sakhalin. Excellent, excellent. De la vigne sur de la glace. Ouais. C'est comme lorsque Londres avait décidé la culture du verre à soie en Géorgie américaine, mais ils s'étaient trompés, il y avait 2 variétés de mûriers. Le mûrier, c'est ça. Oui. Donc, lorsque ce fonctionnaire extrêmement diplômé se promène sur le territoire, soudain, il voit, au détour d'un ruisseau, un écureuil. Encore un? Oui, encore un. Ah oui, sans compter les ours, parfois dangereux, les loutres, les rennes, les chevaux. Les ziblines. Les ziblines, plus tous les animaux de ferme et les animaux marins. Et alors? Alors, il décide de l'implantation d'une nouvelle colonie et il a rempli sa mission. Voilà. C'est tout. C'est tout. D'accord. Bon. Bah oui, bah... D'accord, alors, d'accord. Je ne comprends pas beaucoup, mais voilà, on va avancer alors sur les notes. Et je voulais te demander, les chiens. Eh ben... Allez, oh, c'est la blague. Bah oui, que les toujours la même chose avec les eux. chiens. Eh bien, les chiens, figure-toi qu'ils n'arrêtent pas d'aboyer. Mais non, je dis des conneries, des bêtises, si. Non, je dis des bêtises. Les chiens, ils n'arrêtent pas de roupiller, en fait. Sauf lorsqu'un guiliac passe, alors là, d'un seul coup, ils se mettent à aboyer furieusement contre lui. C'est pourquoi? Mais j'en sais rien. Moi, je croyais que tu savais tout, tu comprends? Ah bon? On prétend qu'ils aboient parce que les guiliacs portent des chaussures en peau de chien. Bon, alors, à propos des femmes guiliacs, justement, tu écris. Quant aux femmes guiliacs, elles sont toutes égales, Oui, dans l'absence de droit. qu'il s'agisse de la grand-mère, de la mère ou d'une fillette au berceau, on ne les respecte pas plus que des animaux domestiques ou qu'un chien qu'on chasse à coups de pied. Encore que les chiens soient parfois caressés, les femmes guiliacs, jamais. Alors, pour les femmes condamnées, tu écris, elles constituent 10% du nombre de détenus. Ce sont pour la plupart des victimes de l'amour ou du despotisme familial. Même les incendiaires ou les fausses monnayeuses sont en réalité punies d'avoir aimé, puisqu'elles ont été entraînées dans le crime par leur amant.
Ça fait une femme pour 10 hommes. Pas tout à fait. Je t'expliquerai plus tard. Alors tu écris, il n'est pas prévu de travaux forcés pour les femmes lorsqu'on les emmène à Sakhaline. On ne songe ni à leur châtiment, ni à leur amendement, mais à leurs aptitudes à engendrer des enfants et à tenir une ferme. Un ventre et 2 bras. Oh, quelle misère. Tu ajoutes, la colonie compte plus de femmes de condition libre ayant volontairement suivi leur mari que de bagnardes. Et voilà. Avec les femmes de condition libre, on passe d'une femme à 10 hommes, pour 10 hommes, à une femme pour 5 hommes. Et celles-là, les femmes qui suivent volontairement leur mari, le font par amour ou par pitié, et d'autres parce qu'elles sont fortement convaincues que seul Dieu peut séparer les époux. Tu dis aussi d'autres encore fuient leur maison pour échapper à la honte, d'autres se laissent attirer à Sakhaline comme dans une souricière. Par la ruse de leur mari qui leur fait miroiter les merveilles de l'île. Et les dernières suivent leur mari parce qu'il continue à exercer sur elles un ascendant puissant. Oui. Parce qu'elles ont été entraînées dans le crime par lui, parce qu'elles ont profité de son crime. Quelle misère. J'allais le dire. Il n'est pas rare qu'une femme soit échangée contre un champ. Oh. Ce qui n'est pas forcément une bonne affaire. Oh. Mais oui, la terre ne vaut rien. La mise en place d'une colonie pénitentiaire de type agricole est impossible à Sakhaline. Pourquoi? Toujours la même chose. Le climat et la terre. La principale richesse de l'île n'est ni dans l'agriculture, ni dans la fourrure, ni même dans le charbon, mais dans la pêche. Juillet-août, qui n'a pas vu la masse de poissons? C'est tellement surprenant, tellement... que quiconque n'a pas vu ne peut se représenter ce que c'est. Le hareng, le saumon, plus tous les poissons de rivière. Voilà. Le hareng, un truc c'est sur ça. le hareng. J'ai écrit sur le hareng. C'était là-bas, c'est là. Oui. La pêche au hareng. Oui. La pêche, alors le hareng. Le hareng avance en bancs colossaux des quantités invraisemblables dont se nourrissent les baleines et les lions de mer. Il est impossible d'évaluer la quantité de poissons que l'on peut prendre chaque saison dans les fleuves et le long des côtes de Sakhaline. Du temps des Japonais, les pêcheries rapportaient des millions de roubles par an. L'extraction d'huile de baleine à Sakhaline Sud nécessitait l'emploi de 600 chaudrons. Le hareng à lui seul représentait une rente de 295 000 roubles. Et puis les Russes sont arrivés. Oui, et les pêcheries ont Périclité. Quant à la pêche pratiquée par les relégués, elle est insignifiante. Ils ne savent ni pêcher le poisson, ni le préparer. Et personne ne leur apprend. Oui, si, je ris, t'es sûr? Ben oui, j'en suis sûr. Je ris, tu vas voir. Alors, 16 forçats placés sous la direction de Vassilienko. Ancien pêcheur de... Taganrog, oui, Taganrog, la ville de notre triste enfance. Si on peut appeler enfance notre enfance. Je revois les lettres dorées de la grande enseigne noire de l'épicerie de notre père. Maudite boutique. Thé, sucre, café et autres produits coloniaux à emporter ou à boire sur place. De la vodka frelatée. Sans patron, la marchandise pleure, disait notre père. Elle avait bien de la chance, la marchandise, parce qu'elle pleurait pas. Mais maman, moi et les 2 petits frères, ça nous faisait pleurer beaucoup de savoir nos 3 grands frères, pas si grands que ça, obligés de travailler la nuit dans cette boutique glaciale. Tu vois, il y a parfois des avantages d'être une fille. Bon. Qu'est-ce qu'on en était? Qu'est-ce qu'on en était? Oh. Hareng. Au hareng. Hareng. Alors, 16 forçats salaient le poisson. Il y en avait pour 2750 kilos. À chaque fois qu'ils lançaient leur filet, ils le ramenaient plein. Alors, lis la suite. Mais oui, monsieur. La plus grosse partie de la pêche est impropre. est impropre à la consommation.
Personne n'a indiqué aux prisonniers que le saumon n'est bon à pêcher que dans les estuaires et le cours inférieur des fleuves. Plus haut, il n'est plus bon, parce que amaigri, usé, laminé jusqu'à la mort par les hommes. J'avais pas lu jusqu'au bout. Oh, voilà, tu as raison, tu as encore raison, tu as toujours raison. Là, tu le dis bien. Hein. Et je vais l'écrire dans mon livre. Anton a toujours raison. Pour que la pêche devienne une industrie digne de ce nom, il faudrait rapprocher les colons des estuaires de la Time et du Poronoï. Mais ici, tout est fait en dépit du bon sens et des galipettes des écureuils. Tiens, je le vois d'ici. L'écureuil. Oui, l'écureuil. Et sous l'écureuil, tu vas y découvrir le carnet de la Slobodka. Hein? Tiens, j'y ai noté un peu les inconséquences. Slobodka. Oui. Oui. En 1869, sur l'emplacement de la Slobodka, on a établi une ferme dans l'intention de savoir s'il était possible ou non d'utiliser le travail forcé à des fins de mise en valeur agricole. Pendant 3 ans, les forçats ont essouché, bâti des maisons, asséché des marais, tracé des routes. Hein? Parce qu'il faut que je te précise qu'au départ, aucune route ne mène aux nouvelles colonies. Les forçats sont obligés de tout apporter à dos d'homme à travers la taïga et les marais. J'imagine qu'ils dorment dehors. Non, dans des yourtes humides et insalubres. Ouais, quelle misère. Une fois leur temps terminé, ils ont refusé de rester là et ont demandé au gouverneur général de les transférer sur le continent car les cultures ne rendaient rien et ils ne trouvaient pas d'autre travail. Il fut donné droit à leur requête. Ah bon? Ah oui, c'était le contrat de base. Ah oui, que ça marche ou que ça marche pas, au bout de 3 ans, ils avaient le droit de retourner sur le continent. Bien sûr, sur le continent. Oui, mais attention, hein, pas de retour au pays natal. Les bagnards libérés doivent rester exilés en Sibérie. Toute leur vie. Jusqu'à leur mort. D'accord. Alors. À l'heure actuelle, la Slobodka compte 15 fermes avec des bonnes dépendances, des potagers attenants, on y compte 23 chevaux et 47 têtes de bétail, et personne ne songe à revenir sur le continent. Alors ça marche! Imposture, mensonge. Dans une même colonie, la Slobodka, il y a ceux qui veulent repartir sur le continent parce que les cultures ne donnent rien, absolument rien, et ceux qui mentent en prétendant que ça marche, alors qu'en réalité, ils exercent le commerce clandestin de la vodka, et ce, à une vaste échelle. J'ai dû noter ça sur la feuille jaune. Regarde la petite fiche jaune. Oui. Il y a des gamines de 12 ans qui se prostituent pour du copec au bordel d'Alexandre. Pas cette fiche, elle est réservée à mon ami Souvoline. Quoi? La fiche, pas la fille. De toute façon, je me suis trompé, j'ai dû noter ça. Oui, j'ai dû noter ça un peu plus loin sur le carnet. Oui, ça doit être un peu plus loin sur le carnet, vérifie. Saute 2-3 pages et tu vas le trouver. Sur quoi? Slobodka, un peu plus loin, tu le trouves. Tout ce que contient? C'est ça. Tout ce que contient cette colonie d'ivrognerie, de frénésie, de faiblesse qui vous porte à boire, à bazarder des objets volés ou à vendre votre âme au diable, c'est ça, la Slobodka, c'est terrible. Et en plus du commerce. Devine comment on peut gagner sa vie en Là-bas, là? Aubagne. Je sais pas. Assassiné. Il faudrait que tu me retrouves la fiche de Sofia Blustein. Je l'ai barrée de travers comme pour toutes les femmes. Oui, j'avais remarqué. J'ai un petit bout là, un petit bout là. Voilà. Sofia Blustein. Sofia Blustein. Dite poignée d'or. Poignée d'or. Condamnée à 3 ans de travaux forcés pour s'être évadée de Sibérie, elle avait tenté de s'évader travestie en soldat. Séduit par sa beauté, un soldat s'était enfui avec elle. Il n'a pas fallu plus de 3 mois du régime de la Maison des Fers pour que la beauté d'hier se métamorphose en une petite femme rabougrie, maigrelette,
au visage fripé, les poignets enchaînés, du temps qu'elle logeait chez l'habitant. Chez l'habitant? Ben oui, dans certaines colonies, on évite d'enfermer les femmes. Pourquoi? Réfléchis. La promiscuité, avec les gardiens, hommes-femmes, tu comprends, les gardiens, ils ont la clé. Ah, d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand elle était chez l'habitant? Eh bien, plusieurs crimes ont été commis et un boutiquier s'est vu délesté d'une somme de 56 000 roubles et dans toutes ses affaires, poignée d'or est soupçonnée. 56 000 roubles. Non, mais c'est pas possible, c'est le prix de notre maison pratiquement, 56 000 euros. Chaque nuit, avec la complicité des gardiens, le dortoir se transforme en véritable tripot. Non, tu me fais marcher, tu me fais marcher. Attends, j'ai noté ça quelque part sur mon carnet, sous les... Ce petit Monte-Carlo développe chez les prisonniers la contagieuse passion du stos. Avec les cartes se lise toujours l'usure, une usure âpre et implacable. Les usuriers prennent 10% par jour et parfois par heure. Hein. Et là, je n'exagère à peine. Les usuriers prennent 10% par jour, l'objet remis en garantie qui n'a pas été dégagé dans la journée devient la propriété de l'usurier, une fois leur peine terminée. Les usuriers rejoignent une colonie où leur fructueuse activité se poursuit, c'est pourquoi il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il se soit trouvé dans Sakhalin des colons auxquels on a pu dérober des 56 000 roubles. Et ceux-là, ils ne sont pas pressés de quitter l'île. Enfin, comment est-ce que c'est possible d'organiser une maison de jeu? Ben oui, grâce à la complicité des gardiens et surtout à l'incompétence des responsables. Alors, tiens, une petite anecdote, mais alors juste sur l'incapacité. Des violentes pluies avaient tout emporté des récoltes d'une colonie à flanc de montagne parce qu'un haut fonctionnaire Extrêmement diplômé avait dit aux colons, n'oubliez pas que les Finlandais sèment leur culture à flanc de montagne. Oui, mais Sakhalin, c'est pas la Finlande, c'est pas la même terre. Exactement. Eh bien, à cause de pareilles inepties, dans certaines colonies, il y a des familles entières qui ne voient pas un morceau de pain de tout l'hiver. Un colon du nom de Skorin est mort de faim l'année dernière. Mort de faim? Oui, mort de faim. Et quand il n'y a plus rien à manger, il reste les cartes. Pour tromper sa faim. Et dis-moi, dans ces colonies-là, qui sont les habitants? Bah, comme je te l'ai dit, d'abord des volontaires, hein. Et s'il n'y a pas, parce qu'ils sont pas nombreux en fait, ils sont plutôt rares, eh bien on y envoie des bagnards en liberté conditionnelle. Des relégués. Des relégués. Le gouvernement attribue à chacun une parcelle de terre, des semences, des outils, parfois une vache, rarement un pécule, et parmi tous ces paysans potentiels, qui pour la plupart n'ont jamais travaillé la terre, jamais, eh bien certains sont travailleurs, d'autres paresseux, joueurs, buveurs, tricheurs, eh bien ces derniers vendent leurs outils et leurs terrains aux travailleurs qui s'efforcent de prospérer et de faire prospérer la colonie sans jamais vraiment y parvenir. Ils finissent par renoncer avec comme seul rêve rejoindre le continent, quitter cet enfer. Et les natifs? Pour reprendre ton exemple des Amériques, avant l'arrivée des Européens, le territoire était occupé par des Indiens qui en ont été chassés, exterminés, alcoolisés, rendus malades, bref, en voie de disparition. C'est un peu la même chose pour Sakhalin. On en comptait 3200 il y a 30 ans, il en reste aujourd'hui 300 et demain, il n'y en aura peut-être plus. Et alors eux, impossible de les distinguer par une couleur, comme les peaux rouges d'Amérique, les Gilliaques ne se lavent jamais
et se couchent sans se déshabiller. C'est notre frère Alexandre qui serait bien parmi eux. Ouh, ça c'est pas gentil. Ça, Dis donc, non, bah alors en tout cas là, regarde, pour les Alcovo 1, Alcovo 2, Alcovo 3. Ah, c'est là-bas que tu as trouvé la maison du colon Pietrov. Fermée, on l'avait envoyé en prison. Oui, pour avoir abattu son veau sans autorisation. Il l'avait fait exprès, pour retourner en prison. Au moins là-bas, il aura une ration quotidienne à manger. Hein. Tuer pour manger et pas seulement des veaux. Alors, Ngati, 38 habitants. Crevant de faim, hein. Ne cultive plus le maïs, cultive la pomme de terre. Tanguy, 19 habitants. Crevant de faim, pomme de terre. Roé, 39 habitants. Oui, s'accroche au maïs, ça ne durera pas. Trambaus, 8 habitants. Viarti, 17 habitants. Vangui, 13 habitants. Eux aussi, crèvent de faim. Tu as tout compris. Et puis là, sur le rivage, Douy, berceau du bagne, constamment plongé dans le silence. La plus vieille et la plus sale des prisons. Pourquoi la plus sale? Le charbon. La plupart des bagnards travaillent dans les mines de charbon. Et leurs femmes, de conditions libres, hein, qui les ont suivies volontairement, sont logées dans les dortoirs cellulaires en compagnie des joueurs de cartes, de leurs maîtresses et de leurs cochons. De leur cochon. Oui, oui, mademoiselle, de leurs cochons. Il n'y a qu'à Douy qu'on voit ça. Moi, j'ai lu un truc sur Douy, là. Douy. Les mines de Douy sont exclusivement exploitées par une société privée, la Sakhaline, dont les représentants demeurent à Pétersbourg. Bon. L'exploitation des mines se fait sans aucune conscience et constitue un véritable massacre. Ouais, bon an, mal an, 200 bagnards y trouvent la mort à cause de galeries mal consolidées. Quelle misère. L'ingénieur des mines que la société est tenue par contrat d'employé brille par son absence. Mais alors, qui dirige les travaux? Un simple contremaître quand ce n'est pas un relégué n'y connaissant rien à la chose. On désigne tous les jours 400 forçats pour la mine. Comment et quand on leur règle leur salaire, qui les paye, et même si on les paye, reste du domaine de l'aléatoire. Ceci, ajouté à l'état des prisonniers, rend la productivité des mines très faible, entre 25 et 50 tonnes par jour. Là où on entendrait le triple. La Sakhaline n'utilise pas que les bagnards de Douy, mais aussi ceux de Voïvodsk. C'est écrit là. Ben, je vais vous le lire. En plus de l'humidité de la saleté à Voïvodsk, les gens se plaignent d'abord des punaises. Elles leur rendent la vie impossible. Il y a dans cette prison des détenus enchaînés à leurs brouettes. Ils logent dans les dortoirs avec les inoccupés et passent leur temps dans l'inactivité la plus complète. La nuit, ils glissent leurs brouettes, mais toujours enchaînées à eux, sous le chalet. Enfin, ça doit être épouvantable. Je t'explique. Cheville, une chaîne. Poignet, une chaîne qui relie les chevilles au poignet, et à cette même chaîne, une autre chaîne qui est attachée à la brouette. Et évidemment, la brouette et les chaînes restreignent les mouvements de celui qui les porte, au point qu'il s'efforce d'en faire le moins possible, ce qui engendre inévitablement une dégénérescence musculaire. Bon, eh bien, après la façade occidentale, on va peut-être passer maintenant, si tu le veux bien. Oui. Façade orientale. La mer d'Orotsk. La Time. Alors les bannières des colonies qui l'entourent, ils forment un ramassis affamé et aïeuleux. Et plus on approche de la mer, plus la végétation s'appauvrit. Qu'on s'obstine ou non à ensemencer le sol, il ne produira jamais la moindre moisson. Pourquoi? Mais le noroît, bon sang, le noroît, ce vent glace tout, oh mais végétation. Mais j'ai compris. Mais pourquoi plus on s'approche de la mer et plus la végétation s'appauvrit? Tu explique-moi, c'est tout. Ah. Ah, c'est ce que je veux dire, le noroît. Voilà. Caractère. Oui, caractère. Oui, caractère. Dans ces colonies, les gens s'ennuient. Alors, pour passer le temps, ils rient d'ennui. Et pour varier les plaisirs, ils se mettent à pleurer. D'ennui. Oui, et ils jouent aussi beaucoup aux cartes. Alors, j'ai noté une petite conversation qui va t'intéresser sur le carnet jeu de cartes ou stos.
Je l'ai dans la main. Stos. Ça. Pourquoi qu'on ne nous laisse pas retourner sur le continent, Votre Excellence? Et je lui ai répondu, mais qu'est-ce que tu y ferais sur le continent? C'est que là-bas, les cartes, c'est du sérieux. Vous jouez au Stos? C'est bien ça, Votre Excellence, au Stos. De l'argent? Sur Votre Excellence. Mais que pouvez-vous perdre? Bah, la ration quotidienne, Votre Excellence, ou du pain, ou du poisson fumé. Ce qui fait que quand on perd ses habits et son manger, on reste là, le ventre creux, à grelotter. Quand est-ce que vous mangez? Quand on gagne, on mange. Quand on perd, on se couche. Le ventre creux. Il faut que tu écrives ça. Dans ton livre. Si, il faut que tu écrives ça dans ton livre. Bah, j'ai noté ça, hein, à Derbinskoye. L'horreur. Aucune route ne mène là-bas, hein, dans cet enfer. Sais-tu pourquoi on l'appelait comme ça? En mémoire de Derbine, un affreux tortionnaire, inspecteur des prisons, tué avec la même sauvagerie qu'il m'aidait à corriger les bagnards. Je me souviens avoir comparé cette colonie à des... Paria. À des parias, c'est ça, c'est ça. Le mot paria désigne la condition humaine au-dessous de laquelle il est impossible de tomber. De tout mon séjour à Sakhaline, les seuls moments où j'ai cru voir le dernier stade, la suprême humiliation au-delà de laquelle il n'y avait plus rien, ce sont ceux que j'ai passés au baraquement des relégués de Derbinskoye. Et bien voilà. Voilà. Avec Derbinskoye, tu as un panorama global du district nord de Sakhaline. Et au sud? Bah, au sud, à mon avis, ce n'est pas encore la Côte d'Azur. Alors, pour aller à Korsakovsk, on passe par Maouka. Bon, là, la situation s'améliore un peu, enfin, en apparence. Regarde, Maouka. À Maouka, on cultive le chou marin dont les Chinois raffolent. Tu en as mangé? En fait. L'affaire des choux a été organisée avec sérieux et a déjà rapporté de notables profits à des Russes. Ah! Eh bien, au moins dans cette colonie, la vie ne paraît pas sordide. Oui, surtout qu'on y rencontre des gens intéressants, bien s'auto-rapport. Comme qui? Pichtikov. Pichtikov, mais tout le monde connaît. C'était dans tous les journaux, le crime atroce, un commissaire de police, je crois. On parle du même. Tu l'as rencontré? Bah, il fallait bien. Raconte. En fait, il ne voulait pas tuer sa femme. Non, il voulait pas la tuer, il a juste cravaché à mort pendant des heures alors qu'elle était enceinte de 8 mois, d'un 5e enfant de lui. Il était jaloux, il ne se maîtrisait plus. Pauvre homme, jaloux de qui? Jaloux de quoi? Jaloux de son passé à elle. Avant de l'épouser, elle allait aimer passionnément un Turc. Je sais. Bon, quelques années plus tard... La cour l'a condamné à la perpétuité. C'est ça. Et à Maouka, il a trouvé un travail, devine, dans la police. Oh, ça c'est le pompon. On ne juge pas. Alors, bien que bagnard, ses fonctions à la police l'autorisent à être habillé en civil et à habiter une petite isba. Et pour ne pas oublier son crime, il a accroché en haut de son lit le portrait de sa femme. Oh, admirable, saint Pichtikov. À propos d'enfants, tu dis qu'à Maouka, il n'y a ni enfants, ni école, ni église. Où sont les enfants? À l'heure actuelle, Sakhaline compte 2200 enfants de moins de 15 ans. 700 sont arrivés ici avec leurs parents et 1500 sont nés ici ou en cours de route. Et pour eux, la vie n'est pas facile. Non. Je vais vous montrer quelque chose. Chaque nouvelle naissance. Oui, ouais. Chaque nouvelle naissance est fort mal accueillie. Dans les familles, nulle chanson ne monte au-dessus des berceaux. Si l'enfant pleure ou commet quelque espièglerie, on lui crie avec rage « Tais-toi et puisses-tu crever ?» Quelle misère. Ils sont pâles, maigres, inertes, vêtus de guenilles et toujours affamés. On les voit suivre d'un œil indifférent les bagnards, les fers rivés aux pieds, poussant leurs charrettes pleines de sable. Ici, les enfants ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs.
ils jouent aux gendarmes et aux bagnards. Et là encore, il y a contradiction. Quelle contradiction. Ces enfants que l'on malmène sont les êtres les plus utiles, les plus nécessaires, les plus agréables. Ils sont souvent la seule chose qui rattache le relégué, homme ou femme, à la vie, les protège du désespoir et de la déchéance définitive. En fait, ces enfants sont aimés. Pourquoi on ne les envoie pas à l'école? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi on ne les envoie pas à l'école? À Sakhaline, un instituteur touche 40 roubles par mois. Et un gardien de prison en touche le double et il est nourri. Ouais, ça dit tout. On a des fois l'impression que qu'il fait meilleur vivre au sud qu'au nord. Ah ben tu avais l'air de dire ça, non? C'est pire. Pire. Et en plus, que je t'explique, et en plus, le contingent des femmes y est de qualité inférieure. Oh, mais tu en parles comme d'une marchandise. Ben oui, mademoiselle, comme d'une marchandise. Elles arrivent toutes par Alexandrovsk, et ce sont ceux-là, ceux d'Alexandrovsk, qui font le tri. Les plus belles, les plus jeunes, les plus vigoureuses, en meilleure santé, ils se les gardent. Les autres vieillis, flétris, ils les envoient vers le sud. Et en plus dans le sud. Eh bien, on s'y suicide avec beaucoup plus d'entrain et de poésie, notamment en s'empoisonnant avec de l'aconite. Au fond d'une ravine au bord de la rivière émergent du marais les feuilles bleues et fières d'une plante charmante et nullement bénite qu'entre eux les médecins appellent l'aconite. Végétal façonné aux mains du Créateur, souvent, il a séduit l'innocent promeneur dans d'atroces souffrances, lui extirpant l'âme, l'a conduite au tombeau jusqu'au sein d'Abraham. Bravo, machin, bravo. Alors, il faut préciser que le suicide est c'est définitif. Alors, oui, c'est définitif. Alors que les autres conditions, elles sont plutôt évolutives. Oui, il faut que... Attends, je suis fatiguée, j'aimerais qu'on fasse une pause parce qu'il y a une foule d'informations, je suis fatiguée, je m'assieds. Je fais une pause, d'accord? Un petit peu fatiguée, voilà. Il faut que j'arrive à expliquer comment ça se passe là-bas. Voilà. Un condamné à 20 ans de bagne, par exemple, n'effectue en fait qu'une douzaine d'années grâce au jeu des remises de peine. Ce qui facilite, on va dire, le passage de bagnard à celui de relégué qui dispose d'une légère autonomie. Enfin, mais alors là, plus de gamelle. Hein. Plus de gamelle. Pour manger, il doit se débrouiller tout seul. Et en fonction de sa fortune, qui lui permet ou non de soudoyer, le relégué rejoint une colonie viable ou une autre morbide. La corruption permet tout et surtout l'arbitraire. Tiens, par exemple, après 10 années de statut de relégué, le relégué, il devient paysan, c'est-à-dire pratiquement la liberté. Enfin, la liberté d'aller crever en Sibérie. Hein. Cependant, s'il a pu acheter quelques consciences, eh bien, ces 10 années se réduisent de moitié. Je t'écoute. La pénitentiaire des Arcades, ainsi que leurs femmes de statut libre, enfermés avec les cochons comme à Douai, il ne faut pas oublier ça. Ils sont tenus dans un état de peur permanent. L'administration leur retire leurs meilleures terres, leurs meilleures pêcheries, leurs meilleures coupes de bois. Les usuriers, les voleurs, les pillent, la vue du bourreau les terrorise. Les gardiens débouchent leurs femmes et violent leurs enfants. Et surtout, la prison leur rappelle qui ils sont, où ils sont. Ils sont à Sakhaline, tout autour la mer, au milieu l'enfer. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux tentent la belle. La belle quoi? La belle, c'est l'évasion. Alors, en leur retirant la possibilité de l'évasion, leur désespoir s'exprimerait autrement, sûrement de façon plus terrible. J'ai recensé 4 groupes d'évadés. Ceux qui, de faim, de froid ou de maladie, meurent en chemin. Ceux qui retrouvent leur pays natal et, une fois reconnus, se font dénoncer. Ceux qui s'installent en Sibérie. Alors eux, ils y survivent tant bien que mal dans tous les dangers. Et puis ceux qui restent sur Sakhaline. Alors eux, ils vivent de rapines et de meurtres, notamment à l'encontre des natifs. Ah, les Aïnous, là, ou les Gilead, je sais plus. C'est ça. Est-ce que tu sais pourquoi on les appelle comme ça? C'est ce que ça veut dire? Non. Je suis gelée, t'as pas froid là, moi je suis complètement... Je suis gelée, j'ai les mains... J'ai froid, fatiguée. Dans leur dialecte,
Cela signifie homme. Ah, ça me rappelle l'histoire d'un vieux bagnard qui... Ah, je sais pas où j'ai fourré sa fiche à celui-là. Oh, c'est pas grave, j'ai tout là-dedans. Donc, lorsque ce vieux bagnard avait repéré un nouvel arrivant bien argenté, il lui proposait la belle, l'évasion. Et une fois dans la taïga, hop, la tête. Et puis il rentrait à la prison, seul, un peu plus riche qu'il n'en était parti. Et à ces 4 groupes d'évadés, on peut ajouter les faux évadés. Ah, parce qu'il y a aussi des bagnards qui font semblant de s'évader. Ben oui, tu comprends. Chaque évadé repris permet de toucher 3 roubles à qui le ramène. Donc, après s'être entendu avec un soldat ou avec un guilliac, un groupe de bagnards s'évade. À un endroit déterminé de la taïga, les bagnards retrouvent leurs complices qui les ramènent seuls à la prison, comme s'il les avait capturés lui-même. Il perçoit 3 roubles par tête et ensuite il procède au partage. Ah, des fois, ça prête à sourire, notamment lorsqu'un chétif guilliac, armé d'un petit bâton, ramène une dizaine de bagnards à la carrure bien solide. Et bon, eh bien, puisque nous en sommes au chapitre des évasions, il est temps de penser à la mienne. Le bagne, il faut le dénoncer. Mais pour le dénoncer, il faut le voir à tout prix, l'étudier par soi-même. En lui réside sans doute l'une des plus terribles absurdités auxquelles peut aboutir l'homme avec ses convictions si puériles à la fois sur la vie et la vérité. Repose-toi, je reviendrai. Il nous reste encore beaucoup de travail. Rêve d'un monde meilleur que celui de Sakhaline. Calme.